L'échiquier international, soyez les bienvenus. Plus que jamais, en ces temps de choc de civilisation voulu par certains, l'histoire redevient plus que jamais un enjeu de lutte. Redécouvrir son histoire officielle et redécouvrir, c'est un peu redécouvrir son identité, son patrimoine et parfois pour la réécrire et la redécouvrir. Et bien ce soir, l'échiquier international vous propose une plongée dans ces récifs historiques, ces creux de vagues voilés, en somme une immersion aussi à la rencontre de certaines épaves et tenter de faire remonter quelques séquences historiques étrangement tues, symbolisant un démenti définitif pour la version officielle et, disons-le tout net, occidentale, comme ces vestiges de bateaux assez sophistiqués découverts au large de la Thaïlande ou aux Caraïbes, démontrant le savoir-faire des navigateurs arabes, ces navigateurs arabes qui se sont approfondis à la découverte de la Chine. C'est le sujet du jour. À tout de suite. L'influence méconnue des navigateurs arabes en Chine durant l'Antiquité, voire jusqu'au XIXe siècle, c'est en tout cas ce que nous raconte dans ce merveilleux livre riche de séquences, riche de découvertes, les relations maritimes sino-arabes, écrit par Samira Bentourki Saïdi, que nous recevons ce soir. Bonsoir madame. Bonsoir Monsieur Brazis. Comment allez-vous? Mais ça va très bien, merci beaucoup. On est très heureux de vous avoir. Alors vous racontez, on vous reçoit pour la deuxième fois. Déjà la première émission a eu beaucoup de retours positifs par rapport aux découvertes que vous nous avez fait partager. Et celui-ci regorge de pas mal de découvertes. Vous dites que pendant des siècles et avant l'avènement de l'islam, les Arabes ont été les maîtres du commerce du commerce maritime oriental et une large partie du commerce de l'océan Indien, jusqu'à influencer la culture de l'Empire du Milieu. Une histoire méconnue, mais que vous exploitez à merveille dans cet ouvrage. Oui, à la base, cet ouvrage était supposé être un chapitre d'un autre ouvrage qui avait été préfacé par le Dr Crane et qui s'intitule L'Amérique arabe, musulmane et noire africaine avant 1492, une équation mathématique. Et donc, au moment d'arriver à ce chapitre, il était tellement important que je ne pouvais pas laisser passer un certain nombre d'informations historiques extrêmement importantes et fondamentales pour la compréhension de la navigation arabe avant et après l'avènement de l'islam à travers le Pacifique, l'océan Indien, vers l'Amérique précolombienne. Et vous nous dites, l'histoire de la Chine durant la dynastie Ming, par exemple, ça remonte au XIVe siècle. Vous dites que des acteurs arabes ont gravité autour de la cour de la cour impériale. Et non seulement ils ont gravité, mais ils ont eu un rôle d'une grande influence politique. D'une grande influence politique, militaire, économique, financière. Maritime, bien entendu, puisque ce fut un homme du nom de Zhang He, qui était à la tête de la flotte maritime chinoise. Il était musulman, ça tout le monde le sait, mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'il était également d'origine arabe de la 37e génération. C'est lui qui a bâti pratiquement toute la flotte impériale après le départ des Mongols, de l'Empire mongol. Il ne l'a pas bâti, il était à sa tête, c'est lui qui était à la tête donc de toutes les découvertes qui ont été faites par les Chinois au XVe siècle. Et donc il a fait plusieurs voyages à travers l'océan Indien, le Pacifique. Il est allé jusqu'à la Mecque, jusqu'à la Mecque, jusqu'à l'Afrique. Il a ramené un certain nombre d'animaux d'ailleurs à la cour de Chine. Il a laissé des traces archéologiques un peu partout en Asie. Il était très proche de l'empereur de Chine et c'est ce qui l'a rendu extrêmement célèbre, ce fut le fait qu'il ait été à la tête de la plus grande flotte mondiale.
Vous nous dites, page 18, des chapitres majeurs de l'histoire de la Chine ont pour acteurs de premier rang des Arabes. Ce fut le cas sous plusieurs dynasties, dont celle des Ming, dont le premier empereur faisait partie des descendants de ceux qui migrèrent depuis la péninsule arabique, comme cela est aujourd'hui revendiqué par des universitaires Hui ou Semu, abréviation donnée aux Chinois d'origine sémite, dont est une figure principale l'amiral Zheng He. Oui, l'amiral Zheng He était donc, bon, il s'occupait beaucoup plus de tout ce qui est maritime. C'était également un militaire, un ancien militaire. Et ce qui est souligné à travers cet ouvrage, ce sont donc ces relations maritimes qui étaient méconnues, mais surtout la place qu'occupaient en fait les Arabes au sein de la dynastie, de toutes les dynasties d'ailleurs, pas uniquement la dynastie Ming, de toutes les dynasties depuis la dynastie Tang jusqu'à la dynastie Ming. En tous les cas, c'est la période que je retrace dans cet ouvrage, où par exemple le superintendant des ports chinois était un Arabe. Il était à la tête de ce port pendant une trentaine d'années. Donc on voit... Et l'empereur de Chine, à un moment donné, il devait partir à la retraite, et l'empereur de Chine a fait un décret de manière à l'empêcher de partir et pour qu'il reste et qu'il continue de gérer l'import-export des Chinois. Ce qui dénote une confiance profonde entre ces représentants qui gravitent les échelons officiels au sein de l'Empire chinois et ces Arabes. Mais comment vous expliquez justement cette confiance mutuelle? La société chinoise est réputée comme étant une société plutôt fermée, difficile d'accès, alors que vous racontez qu'il y a une confiance mutuelle, un approfondissement, même une richesse des échanges entre une partie des Arabes et de ces Chinois de l'Empire impérial. Les Arabes, les navigateurs arabes, les marchands arabes ont apporté énormément de richesse à l'Empire du Milieu. L'empereur de Chine en a eu conscience et il avait du respect pour cet échange maritime, pour cet échange donc commercial. Donc, en outre, les marchands arabes étaient tellement riches qu'ils ne se contentaient pas simplement de faire du commerce. C'est qu'ils enrichissaient aussi bien la péninsule arabique que la Chine et les pays alentours. C'est aussi bien la Corée que les autres pays comme le Japon, à titre d'exemple. En outre, dès qu'il y avait un souci au niveau de la restauration, par exemple, des bâtiments, eh bien, c'était les marchands arabes qui finançaient la restauration. S'il y avait un souci au niveau militaire, les Arabes participaient. Au niveau économique, c'était la même chose. Donc, ils s'impliquaient au niveau de la société chinoise, non pas comme des éléments externes, mais comme s'ils faisaient partie intrinsèque de la société chinoise. Par ailleurs, il n'y avait pas ces antagonismes et ces blocages qu'il y avait avec les Occidentaux. Il y avait, avec les Européens, on va dire, à la même période, il y avait un respect mutuel, il y avait un échange, que ce soit d'ailleurs avec les Chinois ou avec les Indiens. Les Indiens, par exemple, même à l'époque de l'Empire romain, ne faisaient pas un commerce direct avec les Romains, malgré les informations historiques qui ont voulu faire croire que les Romains étaient en contact direct avec les Indiens. En réalité, les Indiens vendaient aux Arabes et ce sont les Arabes qui vendaient aux Romains. Ouais. Et ils ont même refusé, par exemple, au sujet du poivre, de vendre le poivre aux Romains qui était exclusivement vendu aux navigateurs, aux marchands arabes. C'est veut dire qu'il y avait un respect. Et ce respect, il a duré jusqu'au XVe siècle, jusqu'à l'arrivée des Portugais. Lorsque les Portugais sont arrivés dans cette partie du monde, ça a été l'explosion des relations pacifiques qu'il y avait jusque-là. Alors sur cette proximité entre Chinois et Arabes, peut-être elle s'explique aussi par une attirance spirituelle. Vous regardez ce que vous dites, page 42. Quand les Mongols s'emparèrent de la Perse, l'Arabie fut appelée par les Chinois Tiangtang, maison de Dieu, ou Tiangfang, palais céleste, paradis, par allusion sans doute à la tente dressée par les anges le jour de la création du monde, à l'endroit où Abraham construisit plus tard la Kaaba. Cette tente, d'après la cosmogonie chinoise, a été transportée du paradis par les anges et consacrée à l'Éternel sous le nom de Beit Allah, maison de Dieu. Il reconnaissait le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam
même si ils ne l'adoraient pas, ils n'adoraient pas Allah. Ils ne considéraient pas Mohammed comme étant leur prophète, mais ils considéraient que c'était un prophète d'Allah, de Dieu. Il y avait un envoyé céleste et donc ils le considéraient comme étant le plus important sur terre. Comment vous expliquez ça? Ils avaient entrevu, c'est-à-dire, vous nous parlez de commerce, de marchandises, d'échanges, mais est-ce qu'ils avaient entrevu ça quand ils ont vu les Arabes, par exemple, installés à Canton, incarner cette, je sais pas, cette spiritualité, ce sacerdoce, est-ce qu'ils étaient, ils étaient happés par cette spiritualité, cette exemplarité? Mais bien entendu, et de toutes les façons, que ce soit les Chinois ou les autres, on va dire les autres populations, mais là nous parlons donc des Chinois, ils voyaient dans le comportement des marchands navigateurs arabo-musulmans, ce comportement qui révélait une intégrité, une honnêteté qui parlait d'elle-même. Il faut savoir également une chose, c'est que les navigateurs arabes, après l'avènement de l'islam, n'étaient pas de simples navigateurs qui n'avaient pas de connaissances au niveau spirituel. C'était des hommes donc, qui s'étaient convertis à l'islam. Et donc, avec leur conversion, il y avait un apprentissage qu'ils avaient acquis au niveau religieux. Ces marchands faisaient partie de familles où il y avait des imams, où il y avait donc toutes les connaissances, on va dire, spirituelles qui étaient à leur portée. Ils les ont développées, ils s'en sont imprégnés. Et ils se sont aussitôt mis à transmettre, de par leur comportement, mais également de par le fait que tout musulman est supposé transmettre les connaissances qu'il a au niveau religieux. Bien entendu, vous nous avez parlé dans votre livre de Ibn Battuta, qui a fait aussi plusieurs voyages, enfin 2 voyages, je crois, en Chine. Il nous rapporte ceci sur justement cette communauté musulmane établie en Chine. Alors, il nous dit, dans chacune de leurs villes, il y a un quartier affecté aux musulmans où ils habitent seuls. Ils ont leur mosquée pour y faire les prières, tenir les réunions du vendredi et autres. Ils sont honorés et respectés. Ils sont honorés, respectés et protégés, et leurs biens sont protégés. C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent dans un port de Chine, les Chinois donc prennent leurs biens, leur argent, les mettent dans un lieu sûr. Ainsi, si jamais au moment de partir, il y a un souci au niveau de son argent, ils s'assurent de lui rendre la totalité de ce qui lui aurait, par exemple, éventuellement été volé. Le dépôt était sécurisé. Le dépôt était assuré et sécurisé. Et même lorsque les voyageurs partaient d'une ville à l'autre, il y avait donc tous leurs biens qui étaient consignés sur un papier. Il y avait également on va dire un croquis ou plutôt une peinture qui était faite de leur personne, de manière à ce si jamais il y a un souci entre 2 villes ou entre 2 ports, ils puissent les retrouver ou que ce soit pour protéger leurs biens ou pour toute autre raison. Une espèce de portrait robot. Madame, on entend souvent que, par exemple, on a dit, les Arabes, pratiquement depuis l'Antiquité, l'océan Pacifique, la navigation n'avait pratiquement pas de secret. Pour eux, vous expliquez que ce n'est pas dû à un génie, mais c'est un développement de longue haleine. Et grâce aussi à des procédés qu'ils ont élaborés, comme la boussole. On entend souvent que la boussole, la paternité reviendrait aux Chinois. Vous dites que c'est faux. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les faits historiques qui le disent. Ce sont on revient encore une fois aux Européens qui, pour essayer d'effacer de la surface de la Terre tous les Arabes, et les navigateurs arabes, parce qu'ils ne supportent pas que les Arabes aient eu un niveau navigationnel aussi grand et supérieur au leur, ont voulu faire croire qu'ils étaient simplement de simples facteurs entre les Chinois et les Européens, et que les Chinois auraient été ceux qui avaient élaborer la boussole. En réalité, les Chinois disent eux-mêmes qu'ils ne sont pas à la source de la boussole, mais des étrangers.
Et donc ces étrangers, d'après un certain nombre de spécialistes, dont Juan Verne, qui était un Espagnol spécialisé dans l'histoire de la civilisation arabo-musulmane, a souligné le fait que c'était les Arabes. Et il y a également d'autres spécialistes qui ont mis également la main à la pâte et qui ont dit non, ce ne sont pas les Chinois qui ont inventé donc la boussole, mais bien les Arabes, qui l'ont transmise aux Chinois au moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Et les Chinois ont commencé à l'utiliser à partir de 2600-2650 à peu près. Donc vous voyez que ça remonte très très loin. En outre, dans la péninsule arabique, ou plus précisément le golfe arabo-persique, la boussole était utilisée. Et donc ce sont des informations qui ont été retrouvées dans les textes arabes. Donc ça signifie que c'était utilisé de manière parfaitement habituelle, à grande échelle par les navigateurs arabo-musulmans. Alors on sait, Gustave Le Bon, dans son livre sur la civilisation arabe, lui pensait ou devinait que l'invention de la boussole revenait plutôt aux Arabes et pas aux Chinois, puisque le modèle de la boussole chinoise était pas très sophistiquée, entre guillemets, elle était lourde, voilà, très difficilement transportable. Il y a aussi le livre de Sigrid Hung, je crois, Sigrid Hung, qui le dit. Donc effectivement, ça commence plus ou moins à être diffusé, la paternité de la boussole au niveau des Arabes. Vous êtes en train aussi de nous décrire par certains côtés une mondialisation, entre guillemets, j'allais dire, premier jour du Ramadan, mondialisation sauce arabe, puisque vous dites que la langue arabe, l'influence de la langue arabe au XIe siècle arrive à ce moment même où il y a un déclin de la connaissance du latin. On parle des archevêques de Tolède qui dispensaient des cours d'évangile, de catéchisme en arabe. Il y avait des bibles aussi qui étaient diffusées en langue arabe. Et les autorités ecclésiastiques s'habillaient en arabe. Tolède était entre les mains des Espagnols. On est en 1083. C'est étonnant, hein, c'est vraiment une mondialisation, entre guillemets, sauce arabe. Avant l'ère. Et donc, ce sont donc des informations qui sont sourcées. Je n'invente rien du tout. Donc, les Arabes avaient une telle influence à l'époque qu'il suffit, pour la comprendre, de voir aujourd'hui l'influence de la culture américaine à travers le monde. Et là, on se rend compte qu'au niveau de l'anglais, c'était pareil à ce moment-là, donc durant plusieurs siècles. C'était la langue arabe qui prévalait aussi bien en Asie qu'en Europe, hein, dans le sud de l'Europe. C'était une influence qui était vue comme étant positive parce que les Arabes n'imposaient rien du tout. Les musulmans n'imposaient rien du tout. Ils étaient respectés, honorés. Et ça, même le Dr Crane, dans l'article qu'il avait écrit en 2004 sur l'héritage islamique de la nation Cherokee, parlait donc du fait qu'il y avait donc cette influence donc de l'islam qui se voyait également à travers le fait que tous les prophètes étaient honorés par les populations d'Amérique. Donc parce que l'objet de cet ouvrage, à la base, c'était de prendre la direction de l'océan Indien et du Pacifique pour se rendre sur le continent américain. Parce qu'il y avait l'océan Atlantique, bien entendu. C'était extrêmement facile pour eux de se transporter par voie maritime sur le continent américain, contrairement à ce qui est véhiculé par les ouvrages d'histoire, qui prétendent par exemple qu'il y a eu une tentative des musulmans pour atteindre le continent américain, ou alors qui prétendent que les membres de l'Empire du Mali, qui étaient donc pour la plupart des Noirs africains, ont essayé de traverser l'océan Atlantique, mais ils ont coulé. Donc lorsque ce sont des Européens qui essayent de traverser les océans, ils parviennent à destination. Lorsque ce sont les Arabes ou les Noirs africains, ils n'y parviennent pas. Ils coulent dans l'océan, ou alors ils se trompent, ou alors c'est un orage qui les transporte par hasard sur une île lointaine. Ce sont toujours des accidents. Le fait du hasard. Alors vous nous dites que l'art de la navigation, c'est-à-dire c'est d'élaborer des navires
pour la haute mer, avec des différents courants, c'est pas les mêmes types de navires. Vous parlez aussi des voiles latines et aussi des bateaux tortues, entre guillemets, qu'on voit aujourd'hui, par exemple, utilisés dans les films de l'Antiquité, de l'histoire chinoise ou japonaise, alors que la paternité revient aux Arabes. Et vous nous dites que les Arabes sont arrivés non seulement en Amérique, mais aussi en Australie. En Australie également. Donc ça, c'est un sujet que j'aborde dans le livre intitulé L'Amérique arabe, noire, africaine et musulmane avant 1492, une équation mathématique. Pourquoi une équation mathématique? Parce qu'ils étaient les plus grands navigateurs de l'histoire que nous connaissons, en tous les cas, de cette partie de l'humanité. Parce que la langue arabe, le vocabulaire maritime arabe s'est imprégné dans les langues et les dialectes de toute cette région du monde. Parce que la langue arabe se retrouve sur le continent américain du nord au sud. Il y a une étude, par exemple, qui a été faite par un linguiste américain qui, pendant une quarantaine d'années, a étudié toutes les langues, enfin, parlait déjà plusieurs langues, plusieurs dialectes des peuples d'Amérique, mais également l'arabe, l'anglais, l'hébreu, le persan, je crois également, vraiment l'égyptien, l'ancien égyptien, et qui s'est rendu compte que la langue arabe faisait partie des langues uto-aztèques. Donc vous allez les retrouver depuis le Canada jusqu'à l'Amérique centrale. Il y a énormément de données que je ne cite pas dans cet ouvrage, mais qui apparaissent dans l'autre ouvrage qui fait vraiment plusieurs centaines de pages. Peut-être les prochains. Parce que je reprends l'histoire des flottes maritimes mondiales. Peut-être les prochains. Alors, et la pénétration de l'islam, alors en Chine, vous la situez où? Parce que vous parlez de l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Wahb Abi Rabsha, et vous parlez aussi des émissaires qui ont été envoyés par le calife Othman radiallahu anhu en Chine. Alors, comment vous situez la pénétration de l'islam en Chine? Elle s'est faite déjà progressivement. À la base, leur objectif, ça n'était pas de faire du prosélytisme, c'était vraiment purement donc commercial, mais en tant que, on va dire, nouveaux convertis, ils parlaient de leur religion, ils parlaient donc du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et donc déjà, l'empereur de Chine avait apparemment fait un rêve dans lequel il a vu quelque part la venue du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc il y a dans un rêve. Et vous voyez, ce qui est extraordinaire avec les Chinois, c'est qu'il n'y a pas cette brutalité ou cette agressivité que l'on retrouve chez les Européens, qui, dès qu'ils ont entendu parler du prophète Mohammed ont tout de suite mis en place, on va dire, une stratégie de défense ou d'attaque plutôt même. C'était de la propagande d'ailleurs. La propagande du pape Urbain II est connue par rapport au Coran, aussi bien qu'au prophète, au sujet du prophète Mohammed. Il y a des grandes figures de l'islam qui sont enterrées en Chine. Malheureusement, on n'a pas trop le temps d'en parler. Votre prochain livre, rapidement, ça va se baser sur quoi, madame? Bien, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure qui est intitulé L'Amérique arabe, musulmane, noire, africaine. Mais je travaille également avec une ancienne chef d'État, le docteur Amina Gurib Fakim, sur une réécriture de l'histoire à destination des enfants, des nouvelles générations, afin de leur donner une perspective historique au sujet de personnages aussi bien Barberousse, Khaireddin Barberousse que Arouj Barberousse, ou bien Gengis Khan, ou bien des figures aussi bien des peuples d'Amérique que des populations en fait. En tout cas, on sera très heureux de vous recevoir pour en parler encore avec vous. Samira Benturki Saïdi, je vous conseille vivement ce livre en vente dans toutes les bonnes librairies sur Alger, les relations maritimes sino-arabes avant et après l'avènement de l'islam. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite bon courage pour la suite et j'espère à très bientôt. L'échiquier international arrive à sa fin. Tout de suite, la suite des programmes sur Al 24 News en vous souhaitant une bonne soirée, surtout Sahafton.